Bonjour, je m'appelle Traoré Abdoulaye. Je suis fondateur de la société Urban Labs Technologies. Déjà, je remercie OVH de nous avoir fait intervenir pour ce meet-up. Donc, c'est l'occasion d'échanger avec beaucoup de start-upers et savoir ce que vous faites aussi, ça nous intéresse, échanger les idées. Je vous remercie OVH pour ça. Concrètement, on va vous expliquer pourquoi on a décidé de changer d'architecture et d'aller sur une architecture comme Kubernetes. Et déjà, notre startup a une histoire, bien sûr, là où ça a commencé. Nous venons de Valenciennes. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Valenciennes ici. Valenciennes, c'est à côté de Lille. Donc, on travaille sur la solution depuis 5 ans maintenant. On a lancé diverses solutions depuis 5 ans. On a lancé notre premier prototype il y a 5 ans qui a eu quand même 30 000 téléchargements en 10 mois. C'était sur le réseau de Valenciennes. C'était pour donner accès facilement aux informations voyageurs, donc via une application mobile qui était uniquement sur iOS. Aujourd'hui, nous avons décidé de passer à un niveau au-dessus, intégrer toutes les problématiques liées au déplacement urbain et périurbain dans la ville, en créant un écosystème de Smart City. Bon, tout le monde connaît la Smart City. Pour nous, la Smart City, c'est une ville, pas forcément là où il y a des tableaux connectés, des écrans connectés, des véhicules autonomes. C'est une ville adaptée aux citoyens. Donc, on met le citoyen et on apporte un point de vue donné à la ville. Donc, on a mis les 3 acteurs de la mobilité qui sont les pôles générateurs. C'est les pôles d'affluence, les lieux d'habitation, les lieux de travail, les lieux d'activité. Et les citoyens qui se déplacent, le manque d'information, l'accès facile à l'information voyageur, le temps réel, et aussi les données liées aux exploitations de transport, la position du bus, les perturbations, les retards, ainsi de suite. Donc pour ça, nous utilisons diverses solutions, l'intelligence artificielle surtout. On va vous expliquer très concrètement quelles sont les parties de l'intelligence artificielle qu'on utilise. Et au final, Florian, notre développeur, va vous expliquer la partie Kubernetes, comment on déploie nos solutions là-dedans. Donc aujourd'hui, nous servons de la Big Data, le GTFS surtout. Le GTFS, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent c'est quoi le GTFS, c'est des données d'exploitation liées au réseau de transport. Et ça englobe toutes les données qui peuvent être les navettes, les services et les jours fériés, les jours types, les jours de déplacement. Et la position GPS des bus, la position GPS des arrêts, les lignes, les différentes lignes. Par rapport à l'intelligence artificielle, nous utilisons surtout le pathfinding aujourd'hui, du machine learning. Nous commençons à mettre petit à petit du machine learning là-dedans. Je vais vous expliquer des cas concrets un peu plus en avant. Pour ça, nous avons mis en place 3 solutions pour répondre à ces problématiques-là, pour enfin créer un écosystème d'échange de données entre les acteurs de la mobilité. Une application mobile qui vous permettra de vous déplacer dans la ville en transport en commun ou en transport en commun. Nous avons pour ambition d'intégrer aussi le train, avoir une seule application pour se déplacer dans différentes villes, parce qu'il y a beaucoup de villes moyennes de la taille de Valenciennes qui n'ont pas de solution propre à eux. Donc à chaque fois qu'on va dans une nouvelle ville, on est obligé de télécharger une nouvelle application. L'objectif pour nous, c'est de centraliser les systèmes de mobilité dans une même appli. On a GelicoBiz qui permet aux pôles générateurs de communiquer directement avec les utilisateurs de l'app en mettant à jour les horaires, les données sur le commerce, faire des simulations d'accessibilité pour une planification opérationnelle, à quel moment il faut faire de la promo. Est-ce que si je fais de la promo à 10 h du matin, combien de temps mes clients mettront pour venir dans mon commerce? Et ces données-là permettront d'enrichir ceux des exploitants de transport pour connaître les habitudes de déplacement. Les habitudes de déplacement, c'est-à-dire d'où les gens quittent, où ils vont. Et pas que ça, parce que ils font les enquêtes OD aujourd'hui, qui sont quand même assez bien. Et nous apportons quand même, grâce au traitement de données et l'enrichissement de données, un point beaucoup plus précis qui permettra d'en déduire la pertinence de déplacement. Donc très concrètement, je vais vous parler de l'application, je ne vais pas rentrer dans les détails des autres solutions. Nous avons décidé de faire un assistant intelligent dans l'application parce que à Valenciennes, dans certaines zones de la ville, la problématique d'accès à l'Internet, c'est assez compliqué. Donc nous avons décidé de créer un bot doté d'intelligence qui
qui est localement dans le téléphone en fait. Il n'a pas de dépendance au serveur. Ça permet à nous de s'adapter à la façon dont l'utilisateur communique avec cet algorithme-là. Ça permet aussi de faire des traitements de données, de faire de la distribution d'intelligence entre le serveur et le téléphone, de s'adapter à son voyageur, de lui proposer des trajets en fonction de sa pertinence de déplacement. Par exemple, grâce à la collecte de données qu'on va faire, ça permettra tout simplement, par exemple, les données de perturbation qu'on récupère des flux de la ville, on les traite via des algorithmes de Natural Language Processing pour classifier les lignes. Donc, très concrètement, notre algorithme, elle se branche au flux, elle est capable de segmenter une information voyageur, une perturbation, une suppression de ligne. Et on collecte ces données-là aujourd'hui pour pouvoir plus tard proposer du machine learning là-dedans pour connaître la fiabilité des lignes en fonction du moment donné de la journée. Si vous avez un rendez-vous important, notre algorithme de calcul d'itinéraire sera capable de s'adapter par rapport à ça, ou quand il y a une météo ou une externalité dans la ville. Donc, très concrètement, comment tout ça s'articule? L'objectif, on a une intelligence embarquée qui permettra de connaître les habitudes de chaque utilisateur de notre app et permettre de faire un clustering et proposer des groupements de comportements à l'exploitant de transport qui optimisera son réseau en fonction des comportements voyageurs. Donc, un autre exemple sur lequel nous sommes en train de travailler avec les données de perturbation et les données spatiales de OpenStreetMap, c'est quand vous avez des déviations dans la ville, forcément aujourd'hui les applications ne sont pas capables de vous l'envoyer en temps réel ou de redessiner le réseau. En fait, nos algorithmes permettront d'analyser ça en temps réel et de vous redessiner le réseau par rapport au flux d'informations qui est partagé en fonction des dates, en fonction des moments. Si c'est temporaire, si c'est sur 1 mois, 2 mois, l'algorithme est tout à fait capable de vous prendre ces informations, de vous l'analyser, de l'intégrer et de vous faire un changement de réseau. Et le pathfinding permettra c'est le calcul du plus court chemin. Donc, permettra en fait une adaptation du réseau par rapport à ça, en disant que l'augmentation de votre temps de trajet sur cette ligne-là a augmenté de plus 5 ou a diminué de moins 5 minutes. Concrètement, l'application s'articule comme ça. On a développé pour notre première bêta une application mobile qui est dotée de réalité augmentée aussi. Donc la réalité augmentée, on l'a développée aujourd'hui à Valenciennes, qui sera dotée aussi d'un système de guidage. Et ça, c'est déjà disponible, c'est déjà dans notre application en bêta. Vous pouvez la télécharger. Sur le calcul d'itinéraire, nous travaillons constamment là-dessus. Florian va vous expliquer un peu comment il déploie tout ça dans Kubernetes. Et vous avez les messages du bot. Par exemple, quand il lit un message sur le flux et que la ligne, il n'y a rien à signaler, il vous met la différence en termes de dépenses en calories. Et il vous met un petit message en disant il y a 4 bonbons que vous allez économiser lors de votre déplacement. Mais s'il y a des perturbations, par exemple, il y a une suppression temporaire de Clémenceau et que vous cherchez, je veux partir de Clémenceau et aller à l'université, il vous mettra l'arrêt la plus proche accessible. Et il vous dira dans les commentaires que forcément cette station a été réorientée ou a été fermée temporairement. Notre bot aujourd'hui, elle est très basique. Elle est très basique. Dans notre modèle, nous avons 20 phrases. L'objectif, c'est de l'améliorer avec des algorithmes de machine learning et des algorithmes génétiques qui permettront d'améliorer les coefficients des questions. Par exemple, quand on demande à un bot, je veux me déplacer pour aller à la gare uniquement en bus, notre bot aujourd'hui, il est capable de dire, la partie la plus importante de la phrase, c'est se déplacer uniquement en bus. Donc notre objectif, c'est d'améliorer ce bot pour qu'il puisse au mieux s'adapter à la façon dont l'utilisateur communique avec notre système intelligent. Donc on a d'autres cas concrets sur nos différentes plateformes BIZ. Ça, c'est la carte d'accessibilité que le commerçant pourra analyser en temps réel pour voir les spectres par rapport à ses clients, combien de temps ils mettront pour venir dans son commerce. Et tout ça, on l'analyse en temps réel. Ça peut être tout de suite ou d'une manière prédictive. Nous avons les maps d'accessibilité. Ces maps d'accessibilité se mettent à jour en temps réel via aussi des bots qui analysent le flux des travaux dans la ville. Et quand ça lit les informations, ça vient les mettre à jour automatiquement sur une carte dynamique. Ça permet de dire à l'utilisateur, cette rue-là, il y a des travaux, elle est bloquée, et ça permet d'avoir
un calculateur d'itinéraire qui est beaucoup plus enrichi. Où la ville, nous travaillons avec certaines villes qui nous disent bon, ces rues-là sont adaptées aux personnes en situation de mobilité réduite. Ces rues-là, bon, il y a des travaux entre telle date et telle date. Bah, nos algorithmes mettent à jour ça temporairement et en temps réel. Donc ça, c'est des scénarios de déplacement pour la partie planification opérationnelle du réseau. Ça permettra de comprendre exactement où sont les problèmes en fonction du taux de remplissage, les avances et les retards sur le réseau. Parce que toutes ces données-là, on les collecte, on les internalise. Et ça permet de faire des simulations. Par exemple, je planifie un réseau, je dis, bon, je veux mettre 5 bus. Bah, aujourd'hui, les exploitants de transport, ils n'ont pas des outils pour visualiser ça et voir les impacts que ça aura sur la ville, ou en disant, si je supprime une nouvelle ligne, quel impact ça aura sur la ville ou les commerces à proximité. D'où l'intérêt d'avoir un écosystème de données. Donc pour finir, l'objectif de tout ça, c'est faire quand même une ville connectée. Et les véhicules autonomes viendront compléter ça, ou les transports alternatifs, comme les trottinettes, les free-floating. Et ces données-là permettront de créer des réseaux dynamiques. C'est des lieux tampons en fonction des habitudes de déplacement des gens dans la ville, les tendances. Ça permet de remonter les tendances pour pouvoir dire, bon, là, par rapport à une journée type, les gens se déplacent comme ça dans la ville, avec ce comportement, avec cette pertinence de déplacement. Parce qu'au-delà de faire un calculateur d'itinéraire, notre objectif, c'est de développer, on est en train de développer des algorithmes aussi en fonction de la position GPS et l'heure dans la ville que vous lui dites. L'algorithme sera capable de vous dire votre pertinence de déplacement est de telle, et ça vous proposera des lignes sûres dans la ville. Donc aujourd'hui, dans notre activité, c'est ce que nous développons. Je vais laisser Florian vous présenter le déploiement de ces solutions-là dans Kubernetes. Alors bonjour à tous, moi c'est Florian, je suis développeur chez Urban Labs Technologies. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la solution Kubernetes. Donc dans un premier temps, pour utiliser Kubernetes, on va avoir besoin des containers. Donc je vais vous rappeler, pour ceux qui connaissent déjà, et vous apprendre ce qu'est un container. Donc un container, c'est tout simplement une sorte de boîte dans laquelle on va isoler notre application. Donc on va isoler notre application, mais aussi les différentes ressources dont elle va avoir besoin. Les containers sont vraiment pratiques car justement ils permettent de se créer un environnement de développement, de test par exemple, pour un développeur par exemple. Un développeur, lui, lorsqu'il va travailler sur un nouveau projet ou quoi, il va forcément devoir se tourner vers un admin système. Il va dire voilà, excuse-moi, j'aurais besoin d'un système avec mon MySQL, mais aussi mon Nginx qui travaillent ensemble. Et pour le développeur, bon, c'est simple d'aller vers l'admin sys, lui dire voilà, je veux ci, ça. Mais pour l'admin système, bon, ça prend du temps, c'est pas toujours évident. Et Docker va nous permettre justement de nous faciliter la tâche. Donc nous, par exemple, dans le cas du calcul d'itinéraire, on a eu besoin d'un serveur Nginx, mais aussi d'une base de données MySQL pour gérer justement toutes les données avec les différentes stations, les différentes lignes. Donc grâce à Kubernetes, moi, en tant que développeur, j'ai pu justement me créer mon propre container. Donc vous allez me dire pourquoi utiliser des containers à la place de VM? C'est à peu près la même chose. Alors ici, on peut voir à gauche un petit schéma qui représente un serveur avec plusieurs machines virtuelles dessus. Donc on va avoir notre serveur, notre OS de notre serveur et notre hyperviseur. Donc dans certains cas, comme par exemple avec vSphere, on va avoir l'OS qui va être aussi notre hyperviseur, ça arrive. Et ensuite, on va avoir nos différentes VM. Alors comme on peut remarquer, on va avoir notre app, nos librairies et tout ce dont on va avoir besoin pour faire tourner notre application. Mais on va aussi devoir virtualiser du coup notre OS. Tandis que dans le cas d'un container, on va avoir notre serveur, on va avoir l'OS de notre serveur, mais pour nos différents conteneurs, on ne va pas avoir d'OS. Parce qu'il faut savoir que les différents conteneurs, ils vont partager directement avec le serveur l'OS. Donc on parle de kernel Linux pour les containers Docker. Et donc du coup, tout cela, ça va permettre justement d'utiliser beaucoup moins de ressources. Comme on peut le voir à droite, en moyenne, un démarrage d'une VM, ça prend 1 minute. Sur Docker, ça va prendre moins d'1 seconde. Par exemple aussi pour la mémoire, une machine virtuelle, elle va avoir besoin
à peu près, hein, ce sont des références, de 512 mégaoctets pour la mémoire vive, tandis que pour Docker, ça va être environ 1 MO. Et pareil pour l'espace disque, vu qu'on va stocker les OS, ça va prendre beaucoup plus de place. Pour une VM, on va être sur du 1 Go, et sur un Docker, on va être plus sur du 100 kilooctets. Donc il faut se dire que ça, c'est un peu la partie qui vous intéresse peut-être, ça va représenter un coût. Automatiquement, plus on va utiliser de ressources, plus le serveur va devoir être puissant, ou plus on va devoir déployer de serveurs. Donc c'est là, c'est pour cela qu'on va essayer de privatiser Docker, et aussi pour sa facilité de mise en place. Donc les avantages, comme je vous l'ai dit, donc une rapidité de déploiement. Pour un développeur, c'est beaucoup plus facile, comme je vous l'ai dit. On utilise ce qu'on appelle les Dockerfiles, je ne sais pas si vous connaissez. C'est la base sur laquelle justement on va créer notre container. Donc par exemple, si demain je veux un container qui tourne avec Nginx, dans mon cas, je vais lui dire, voilà, je veux mon container sous Nginx, je veux que tu ailles chercher telle et telle ressource, que tu exposes le port 80 par exemple, et après, avec une seule commande, on va avoir notre container qui va être créé. Enfin, un petit inconvénient, donc la difficulté à gérer seul plusieurs containers simultanément. Donc quand on va avoir beaucoup de containers, avec Docker seul, ça ne va pas être très évident. C'est pour ça que justement, on va parler des orchestrateurs et donc de Kubernetes. Donc les orchestrateurs, comme leur nom l'indique, c'est tout simplement la solution qui va orchestrer nos différents containers. Donc avec un orchestrateur, on va avoir du monitoring, on va pouvoir voir les différentes ressources qui sont allouées aux différents containers, ce qu'elles vont tirer comme ressources, parce qu'on peut leur en allouer, mais elles vont en tirer plus ou moins. On va aussi pouvoir mettre en place du load balancing. On va avoir aussi une scalabilité beaucoup plus importante. Et c'est ce que je vais vous présenter par la suite. Donc il faut savoir qu'il existe plusieurs orchestrateurs. Donc par exemple, nous dans notre cas, ce sera Kubernetes. Mais il existe aussi Mesos, Rancher et Docker Swarm. Donc Docker Swarm qui est natif à Docker, il faut le savoir. Hop. Donc Kubernetes, pourquoi on choisit Kubernetes? Alors déjà dans un tout premier temps, Kubernetes c'est une solution open source. Donc qui dit open source déjà dit gratuité. Qui dit gratuité dit énormément d'utilisateurs très souvent. Donc c'est ce qui fait un peu la force de Kubernetes, c'est qu'on a aussi une très grosse communauté autour. Et cette très grosse communauté, elle va rajouter de l'intérêt à Kubernetes et énormément d'évolutions vont être à prévoir dans un laps de temps très, très réduit. Il faut savoir aussi que Kubernetes, actuellement, ça représente environ 70% des orchestrateurs déployés par des entreprises qui utilisent la containerisation. Et c'est plus qu'un gros chiffre. Et donc, je vais commencer par vous expliquer le fonctionnement de Kubernetes. Alors, Kubernetes, ça va nous permettre de mettre en place notre cluster. Et dans un cluster, on va avoir des nœuds. Donc, il faut savoir que chaque nœud vont communiquer entre eux. Ils vont chacun avoir une adresse IP, forcément, pour pouvoir communiquer. On va avoir un nœud master qui va justement régir tous les autres nœuds esclaves. Donc c'est lui par exemple qui va dire voilà, j'ai un nœud qui vient de tomber, hop, je vais en répliquer un pour pouvoir avoir de la haute disponibilité par exemple. C'est lui aussi qui va gérer les ressources pour les différents nœuds. Donc dans notre cas par exemple, nous on avait plusieurs applications, on a plusieurs applications Jericho. Comme vous l'a dit Abdoulaye, on a Transit, on a Biz. Et chaque nœud va représenter une application. Donc, rentrons en détail dans les nœuds. Donc, il faut savoir qu'un nœud est un regroupement de pods. Donc, dans chaque pod, on va retrouver nos containers. Donc, par exemple, le Nginx et le MySQL. Et un volume représenté juste ici, qui va justement stocker toutes les datas qu'on va avoir besoin pour faire fonctionner nos différents pods. Donc, pareil que pour les nœuds, chaque pod vont disposer d'une adresse IP et vont pouvoir communiquer entre eux. Si par exemple ici je vais avoir mon Nginx et ici mon MySQL par exemple, grâce à ces adresses IP là, le Nginx si demain il veut par exemple les stations qui sont situées sur Valenciennes, il va faire une requête sur le serveur MySQL même s'il n'est pas forcément dans le même pod. Donc ce qui est bien avec Kubernetes, c'est que ça permet la réplication.
Alors la réplication, je pense que vous connaissez. La réplication, ça permet quoi? La réplication, ça permet avant tout d'anticiper des pannes. Moi, demain, si mon MySQL lâche, automatiquement, mon application ne peut plus fonctionner. J'ai plus aucune information, j'ai plus aucune data. C'est embêtant. Du coup, avec Kubernetes, ce qui est bien, c'est que par exemple, si mon MySQL est dans un pod, il lâche, Kubernetes va pouvoir justement répliquer le nœud pour justement derrière pouvoir avoir toujours de la haute disponibilité et switcher sur la réplique du nœud qui est fonctionnelle. Ensuite, comme je vous l'ai dit, ça permet aussi le load balancing. Donc demain, aujourd'hui, on va dire nous, on va dire à peu près, je sais pas, 100 requêtes par seconde sur notre Nginx. Demain, on n'organise pas, mais on fait partie de l'événement de la Coupe du Monde de la FIFA en France. Automatiquement, on va avoir beaucoup plus de requêtes. Si par exemple on tourne à 100, peut-être qu'on va tourner à 10 000, je ne sais pas. Et donc du coup, ce qui est très important, c'est de mettre en place le load balancer. Parce que du coup, si je lui dis, voilà, aujourd'hui tu as 10 000 requêtes, peut-être que mon application, elle va avoir un peu de mal. Mais justement, Kubernetes va répliquer notre application plusieurs fois pour justement permettre de répartir la charge. Ensuite, on a la scalabilité. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la réplication. Si demain, on a beaucoup plus de requêtes, beaucoup plus de demandes, si notre infrastructure a besoin d'évoluer, on va faire des copies, on va rendre le système beaucoup plus scalable. Alors, les types de réplication. Donc, dans Kubernetes, on a deux types de réplication. Donc, le replication controller. Donc, ça va nous permettre de dire, par exemple, voilà, j'ai un pod qui a été créé. Je veux que ce pod soit répliqué constamment, enfin qu'il y ait un nombre de pods de réplication constamment égal à 4 par exemple. Donc ça veut dire que si j'ai un pod qui lâche, Kubernetes va se dire oh là là, il y a un problème, lui, on va l'écarter, mais on va en recréer un autre. Donc ça permet justement d'obtenir toujours la haute disponibilité qu'on souhaite. Et pour les réplicasets, c'est à peu près la même chose, sauf que là, ça se passe lors du déploiement, lorsqu'on va créer nos pods. On va indiquer directement dans un fichier YAML que l'on souhaite avoir autant de répliques. Et ça permet aussi les rollbacks en cas de problème. Si demain, voilà, vous avez fait une mise à jour, vous voyez que ça se passe mal, hop, petit rollback et tout fonctionnera. Les services. Donc les services, c'est ce qui nous intéresse le plus, on va dire. Nous, on a notre calcul d'itinéraire qui tourne actuellement pour faire communiquer deux entités, donc deux pods. On va lui dire, voilà, j'ai mon pod contenant telle ressource, donc par exemple le MySQL, ils peuvent être séparés, hein, le MySQL et notre Nginx. On va créer ce qu'on appelle un service et ce service va nous regrouper nos pods pour justement pouvoir obtenir une IP qui va être, qu'on pourra envoyer des requêtes de l'extérieur. Donc par exemple ici on a l'IP 10.10.9.2. Et du coup, depuis l'extérieur, on pourra directement appeler notre application et Kubernetes se chargera du reste. Donc comme on peut le voir ici, on a les deux pods et là, le regroupement de pods. Donc pareil, on peut faire du load balancing en créant plusieurs services. Et les services peuvent aussi entre eux communiquer. Hop. Donc les volumes, comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pas très complexe. Ça va être juste des entités. Un peu comme des petites boîtes, un peu comme des containers, mais ce n'est pas vraiment la même chose. On va y mettre là-dedans toutes les datas, tous les fichiers dont on va avoir besoin pour faire tourner nos pods, pour les faire fonctionner. Par exemple, nous, dans le cas du calcul d'itinéraire, on fonctionne avec un graphe. Un graphe, c'est ce qui va justement représenter tous nos différents arrêts et toutes les lignes qui passent par ces arrêts, les horaires, etc., les services. Donc justement, si on a plusieurs réplications de pods, par exemple, ce qui est bien, c'est d'avoir plusieurs fois les fichiers, les données qui sont répliqués pour justement pas avoir une charge trop importante. Si demain, je vous dis, voilà, j'ai 10 pods, je veux taper sur un seul volume, ça pose problème. Et si jamais il y a un problème sur le volume, c'est bien d'avoir d'autres volumes au cas où justement l'un d'entre eux lâcherait.
Donc ça permet le partage de données entre pods aussi. Donc on peut dire voilà, j'envoie cette donnée dans mon volume, un autre pod va récupérer cette donnée. C'est pas forcément juste avec des réplications. Par exemple, ce pod-là peut être utilisé pour transit. Le deuxième peut être utilisé par exemple pour bise. On peut lui dire voilà, je veux que tu ailles chercher dans le volume 1, je veux envoyer telle donnée dans le volume 1 pour que le pod 2 récupère cette donnée. Ensuite, nous, au sein d'Urban Labs Technologies, on a utilisé Traffic. Donc Traffic, c'est tout simplement un reverse proxy qui va permettre le load balancing. Donc en fait, c'est tout simple. Comme on a 3 applications, forcément, on va avoir trois noms de domaines différents. Et donc des URL totalement différentes. Donc Traffic, lui, il va juste dire quoi? Il va recevoir une requête, il va dire « Ok, tu m'envoies c'est tel domaine, tac, tac, tac. » Je vais dire « Ok, bon, bah alors si tu m'envoies par exemple un domaine par rapport à Biz, hop, je vais te renvoyer directement sur l'application Biz. » C'est lui justement qui va tracer un peu nos routes. Et c'est lui aussi qui va justement effectuer le load balancing dont je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin, on a utilisé Helm aussi. Donc Helm, c'est quoi? Donc Helm, c'est une bibliothèque, enfin, c'est pas une bibliothèque, mais c'est un regroupement de chartes qui permet justement de mettre en place une architecture directement créée par des utilisateurs, par exemple. Donc sur Internet, on a la communauté qui ne cesse de créer. Par exemple, si demain, moi, je veux un WordPress avec tout MySQL dedans, tout déjà fait, eh ben, je vais dire, OK, bah, moi, je vais aller chercher ça dans les chartes. Je récupère la charte. Je dis, voilà, Helm, tu m'installes telle charte, clac, clac, clac. Et hop, vous allez avoir votre WordPress, c'est ça, WordPress, merci. C'est un peu comme Docker Hub, pour ceux qui connaissent. Docker Hub. Et du coup, on peut justement créer via la communauté, mais on peut avoir aussi des entreprises qui créent directement leur propre référentiel. Par exemple, Oracle peut créer, pour le cas de Docker Hub, une base Dockerfile. Donc notre expérience, donc avant l'utilisation de Docker, donc on avait vachement de difficultés à mettre en production. Moi, je sais que, par expérience, dans la toute première version du calcul d'itinéraire, on avait vu avec notre admin système pour justement le mettre en production. C'était un peu nouveau pour nous d'utiliser Nginx, on l'avait jamais utilisé et c'était un peu complexe. Tandis qu'avec Docker, c'est tout de suite plus rapide. On avait plusieurs services sur différents serveurs, tandis que là, on peut tout centraliser dans notre cluster Kubernetes. On n'avait pas du tout de scalabilité. Donc, si demain, on devait monter en charge automatiquement, on pouvait avoir de la scalabilité, mais il fallait dépenser beaucoup plus. Dire, voilà, moi, je suis obligé de reprendre tel serveur ou bien upgrader un serveur. Et c'est pareil pour le load balancing. Et on avait peu d'optimisation des ressources et des coûts. Parce qu'automatiquement, acheter plusieurs serveurs pour plusieurs applications, ce n'était pas forcément ce qui était le moins coûteux, on va dire.